Je somnolais encore lorsque mon téléphone a émis un signal d'alerte d'urgence. Le son a retenti dans la pièce comme une sirène d'incendie. Je me suis assis brusquement, le cœur battant, et mes mains ont cherché frénétiquement l'appareil. L'écran était rouge. Alerte d'urgence. Ne quittez pas votre domicile. Verrouillez toutes les portes et fenêtres. Une fuite biologique dangereuse s'est produite à Grafton Hollow. Restez à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Au début, je me suis contenté de regarder l'écran. Je relisais le message encore et encore. Puis je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Le silence régnait dans le complexe résidentiel, mais plusieurs lampes s'allumaient les unes après les autres sur les porches, comme des dominos. Les rideaux bougeaient. Quelqu'un ouvrait la porte. Je vivais dans un petit immeuble résidentiel à la périphérie sud de la ville, non loin du centre de Grafton Hollow. Un endroit oublié, perdu entre les terres agricoles et les routes de campagne. Si vous clignez des yeux en passant devant, vous ne le remarquerez même pas. Personne d'important ne venait jamais ici. C'était ce qui faisait son charme, ou peut-être sa malédiction. Mon colocataire, Milo, est sorti de sa chambre en se frottant les yeux, son téléphone à la main. « Tu as vu ça ?» m'a-t-il demandé. « Oui », ai-je répondu. Ma voix était rauque. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Une fuite ?» « Je n'en ai aucune idée », marmonna Milo en s'approchant de la fenêtre. Je ne savais même pas qu'il y avait des installations de confinement à Grafton. Nous restâmes silencieux, observant le complexe s'animer. Il était 2h08 du matin. Tout le monde était désormais réveillé, attiré par la lumière de leurs écrans, sur lesquels clignotait en rouge sang le même message d'alerte. Notre bloc donnait sur la route d'accès principale. Je voyais au moins 6 personnes dans la rue. Elles sortaient dans leur cour en regardant autour d'elles, comme si elles attendaient que quelqu'un leur explique ce qui se passait. En face de nous, de l'autre côté de l'allée, se trouvait le bloc de Kara. Elle travaillait de nuit dans un cabinet médical en ville. Elle avait un peu plus de 30 ans. Elle restait toujours à l'écart, vivait avec son petit frère Noah, un garçon de 16 ans qui passait plus de temps à faire du vélo qu'à aller à l'école. C'étaient des gens bien, des survivants. J'ai entendu la porte s'ouvrir dans le couloir, puis j'ai vu Kara sortir dans sa tenue médicale, enfilant un sweat à capuche. Sa lampe torche s'est allumée et un faisceau de lumière a traversé la pelouse. Milo a ouvert notre porte. « Où vas-tu ? Je veux vérifier si quelqu'un a entendu quelque chose d'officiel, » a-t-elle répondu. J'ai essayé tous les numéros auxquels je pouvais penser. La police, le bureau du shérif, même l'hôpital local. Personne ne répond. Il n'y a que cette alerte. « Alors tu l'as vu aussi, » dis-je en suivant Milo. Noah apparut derrière elle, pieds nus sur le porche, les bras fermement croisés sur la poitrine. Nous devrions rester à l'intérieur. Il était clairement écrit de rester à l'intérieur. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Quelque chose ne va pas, dit Kara. Il n'y avait pas de panique dans sa voix, elle était déterminée, avec ce ton qui précède la tempête. L'air était immobile et lourd. Pas de vent, pas de grillon, juste le bourdonnement des vieilles ampoules sur le porche et le crissement du gravier sous les pieds des voisins qui étaient bandés sortis dans la rue. J'ai compté peut-être 10 ou 12 personnes, toutes tenant leur téléphone à la main, marmonnant quelque chose, fronçant les sourcils. Puis, quelque chose a changé. À travers les arbres qui bordaient l'extrémité du complexe, un faible bruit s'est fait entendre. Un bruit humide, bruissant, rythmé, lent, comme si quelque chose de lourd était traîné sur l'asphalte. Tout le monde s'est tourné vers lui. Personne n'a dit un mot. Puis, un cri a retenti. Un homme est sorti en titubant de derrière les arbres, agitant les bras, du sang coulant sur son côté. C'était M. Henley, l'ancien concierge de l'école, qui vivait près des poubelles. Il avait parcouru la moitié du chemin avant de s'effondrer sur le béton.
Le sang s'était répandu sur le trottoir lorsqu'il s'était retourné, se tenant le ventre. Une femme s'était précipitée vers lui pour l'aider. Elle criait quelque chose à propos de la blessure, que la peau se détachait, puis elle recula et vomit. C'est alors que la deuxième alerte retentit. Alerte d'urgence, mise à jour. Restez à l'intérieur, les forces armées sont en route. Ne vous approchez pas des personnes infectées. Les symptômes comprennent des saignements, une agressivité non provoquée et une grave destruction du corps. Infecté, murmura Milo d'une voix à peine audible. Avant que quiconque ait pu réaliser ce qui se passait, quelque chose sortit de la forêt. Ce n'était pas rapide, cela ne sautait pas et ne courait pas. Cela marchait en boitant, maladroitement, comme si ses os ne s'emboîtaient pas correctement. Sa peau était pâle, d'un gris brillant, tendue sur ses articulations comme du film alimentaire. Son visage semblait déformé, sa mâchoire trop large, un œil trop haut. Aucune expression, aucune réaction. Puis un autre est apparu, puis un autre, 3 d'entre eux se déplaçaient, lentement mais avec détermination, les bras pendant le long du corps, la tête inclinée, à angle aigu. Ils semblaient ne remarquer ni la lumière, ni les signaux d'alarme, ni les cris, mais quand quelqu'un s'est mis à courir, ils l'ont remarqué. Je n'oublierai jamais la façon dont ils se sont mis en mouvement lorsqu'ils ont pris leur cible en ligne de mire. Leur lente progression s'est transformée en une course brusque et saccadée. Le premier homme qu'ils ont attrapé n'a même pas eu le temps de monter les marches du perron. Il s'est lourdement écrasé au sol et ne s'est plus relevé. Le deuxième a été tiré en arrière par l'épaule et a disparu derrière une voiture garée. « À l'intérieur !» a crié quelqu'un, et le groupe s'est dispersé. Kara a attrapé Noah par le poignet et l'a ramené vers leur porte. Milo et moi nous précipitâmes vers la nôtre, fermant la serrure juste au moment où quelqu'un frappait à la porte. Pendant un instant, je pensais que c'était l'un d'entre eux. Mais quand je regardai par le Judas, je vis Kara et Noah. Je les fis entrer sans hésiter. « Mais qu'est-ce que c'était que ces créatures ?» a demandé Milo, haletant. Kara était blanche comme un linge. Ils n'avaient pas l'air réels, comme si leurs visages n'étaient pas normaux, et ils ne faisaient aucun bruit. Ils se déplaçaient juste très vite. « J'ai vu comment ils ont traîné Jeff sous son camion, » a murmuré Noah, le regard vide fixé sur le sol. Après cela, personne ne dit rien. Nous avons éteint la lumière et fermé tous les volets. La seule source de lumière provenait de nos téléphones, mais il n'y avait plus d'alerte ni de signaux. Seul le souvenir de cet avertissement rouge, gravé dans nos yeux, subsistait. Nous nous sommes blottis les uns contre les autres au milieu de la pièce, à l'affût du moindre grincement ou bruit provenant de l'extérieur. Quelque part dans le couloir, quelqu'un a crié, puis quelque chose a heurté violemment le mur. Vers 3 heures du matin, quelque chose a tapé doucement à la fenêtre de notre salon. 3 coups doux, réguliers et distincts. Aucun de nous n'a bougé. Pas un seul soupir. Nous avons simplement regardé les rideaux et prié pour que cela s'en aille. Quand le matin est enfin arrivé, il n'y avait ni oiseaux, ni voiture, ni bruit de vie. Seulement le silence. Et pour une raison quelconque, c'était encore pire. Le silence du lendemain matin semblait artificiel. Ce n'était pas simplement calme. Il y avait un vide, comme si le son avait fait ses valises et était parti avec le reste du monde. J'ai entrouvert les volets, jetant un coup d'œil discret, essayant de ne pas attirer l'attention. Notre complexe semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. L'air extérieur était encore gris, comme si le soleil n'avait pas assez de force pour se lever pleinement. Les 2 lampadaires du porche, qui brillaient la nuit dernière, étaient wando cassés, des éclats de verre jonchaient Farelalé. La route était déserte, à l'exception d'une traînée de sang séché sous la boîte aux lettres de M. Henley. Son corps avait disparu. Je fermai les volets et reculai. Milo était assis sur le bord du canapé.
rongeant un ongle cassé. Kara se tenait dans un coin de la cuisine, les bras croisés, les yeux rougis. Noah était toujours recroquevillé dans notre fauteuil, les yeux grands ouverts, comme s'il n'avait pas cligné des paupières. « Que faisons-nous maintenant » demanda finalement Milo. Personne ne répondit. Nous passâmes toute la matinée à écouter. Parfois, nous entendions un grondement lointain, le bruit du métal contre le béton ou un cri étouffé au loin. Mais personne ne s'approcha de notre porte. Vers midi, la faim commença à se faire sentir. Je vérifiai le réfrigérateur. Nous avions quelques bouteilles d'eau, un peu de céréales et des restes de spaghettis. Pas assez pour 4 personnes. « Je vais aller chez moi », dit Kara. « Je vais voir ce que j'ai. »« Tu ne devrais pas y aller seule, » lui dis-je. Elle acquiesça. « Alors viens avec moi, mais reste dans l'ombre. » Nous avons décidé d'utiliser l'entrée arrière qui menait à un couloir étroit derrière les blocs. Milo et Noah resteraient à l'intérieur et fermeraient la porte derrière nous. Si nous ne revenions pas dans les 5 minutes, ils devaient barricader la pièce. Nous avons avancé rapidement et silencieusement. Le couloir était étroit. L'air sentait le renfermer. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, comme si quelque chose pouvait nous suivre. Mais nous arrivâmes à sa porte sans incident. Les mains de Kara étaient fermes lorsqu'elle ouvrit la serrure. À l'intérieur, tout semblait intact, bien rangé. Les devoirs inachevés de son frère étaient toujours posés sur la table. Le répondeur clignotait en rouge, signalant les appels manqués, probablement depuis la nuit dernière. Mais il n'y avait pas d'électricité, pas de lumière, aucun interrupteur ne fonctionnait. Je l'ai aidé à mettre dans son sac des conserves, des bouteilles d'eau et des fournitures médicales, des bandages, des analgésiques, des gants. Puis je l'ai vu s'arrêter devant la fenêtre. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé. « Regarde » m'a-t-elle répondu en me montrant du doigt. Je me suis approché d'elle et j'ai suivi son regard. Au bord du complexe, derrière une rangée de buissons, marchaient 2 personnes, une femme et un homme. À première vue, ils semblaient normaux, droits, assurés. Mais quelque chose n'allait pas. Leurs vêtements étaient déchirés et mouillés. Leur tête bougeait de manière anormale tous les quelques pas, comme un bug dans une vidéo. La main droite de la femme pendait inutilement sur le côté, cassée ou arrachée, et ils ne déambulaient 1000 pas. Ils marchaient en ligne droite vers l'un des blocs. « Ils ont l'air normaux, » dis-je. « Pas assez normaux, » répondit-elle. Pendant que nous les observions, l'homme à la porte d'entrée les avait sans doute entendus. Il sortit en leur faisant signe prudemment de la main. « Vous savez ce qui se passe? Vous allez bien ?» La femme s'est jetée sur lui sans le laisser finir sa phrase. Elle a bougé comme si on avait tiré sur une corde. Une seconde auparavant, elle se tenait debout et la seconde d'après, elle était déjà sur lui. Il a crié et a essayé de la repousser, mais l'homme qui la suivait s'est joint à elle. En quelques secondes, ils se mirent tous les deux à mordre, griffer et arracher. Nous nous sommes éloignés de la fenêtre, les cris de l'homme résonnant dans nos têtes comme des sirènes. Kara attrapa son sac et courut vers la porte arrière. Je la suivis. J'avais le souffle coupé. Chaque seconde me semblait être une corde qui se resserrait autour de mes côtes. Nous sommes revenus sans être remarqués. À l'intérieur, Milo et Noah ont levé vers nous leurs visages pâles et tremblants. « Vous avez entendu ça ?» a demandé Milo. Nous avons hoché la tête. « Ce ne sont pas des humains », a déclaré Kara en posant son sac sur le comptoir. « Peu importe leur apparence, ce ne sont pas eux. Nous avons fait l'inventaire de ce qui nous restait. Nous avions assez de nourriture pour 3 jours si nous économisions, et peut-être 5 jours d'eau. C'était peu, mais cela nous donnait du temps, et le temps signifiait des options. Cette nuit-là a été pire. Le ciel gris était devenu noir comme du charbon. La température avait chuté.
Vers 21 heures, le bâtiment s'est mis à craquer. Ce n'était pas un simple tassement. C'était plus profond, plus lourd, comme si quelque chose appuyait sur les murs extérieurs. Nous avons de nouveau éteint la lumière et sommes restés assis dans le noir. Personne ne parlait. À 23h03 précise, quelque chose a bougé sur le porche. Nous avons entendu une planche grincer, des pas lents. Puis une main, ou ce qui ressemblait à une main, a effleuré le revêtement extérieur. Cette fois, sans coup, seulement le bruit de quelqu'un qui respirait derrière la porte. Puis un murmure. Un vrai murmure, trop faible pour distinguer les mots, mais indubitable, comme si la voix essayait de former des mots qu'elle ne comprenait pas. Milo a couvert sa bouche de sa main. Les yeux de Noah se sont remplis de larmes. Kara a tendu la main et a serré la mienne si fort qu'elle m'a laissé un bleu. Le murmure a cessé. Les pas se sont éloignés. Mais nous ne dormions pas. Le lendemain matin, nous avons appris que quelqu'un d'autre avait survécu. Milo a remarqué le reflet d'un miroir de signalisation de l'autre côté du complexe, sur le toit d'un vieux hangar d'entretien. C'était Hank, le concierge, qui vivait dans le hangar à outils et restait généralement à l'écart. Il avait plus de 60 ans, peut-être plus. Il portait toujours une casquette de camionneur et sentait l'huile de pin. Nous ne l'avions pas vu depuis la première nuit. Il était vivant et nous faisait signe. Nous avons attendu que la voie semble libre, puis nous nous sommes dirigés vers lui. Le plan était le même qu'avant. Kara et moi y allions. Milo et Noah resteront ici pour surveiller. Nous avons de nouveau marché derrière, en nous cachant derrière des clôtures et des buissons bas. C'était calme, trop calme. Je m'attendais à ce que quelque chose surgisse de l'ombre. Nous sommes arrivés à la grange. La porte n'était pas verrouillée, elle était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée lentement en l'appelant par son nom. Hank. Un bruit s'est fait entendre au-dessus de nous, puis le plafond a craqué et un escalier est descendu. Il était dans le grenier. Il nous a rapidement fait monter et a refermé la trappe derrière nous. Il avait transformé cet espace en une sorte de bunker. Des provisions, des bidons d'eau, même une vieille radio alimentée par une batterie de voiture. « Vous allez bien tous les deux ?» demanda-t-il. « Vous êtes les premières personnes que je vois qui se déplacent encore comme des êtres humains. »« Que se passe-t-il, bon sang, Hank ?» demanda Kara. Il nous regarda un instant puis soupira. « Il n'y a aucune menace biologique à Grafton, aucune. Mais à une trentaine de kilomètres au nord, il y a un complexe militaire non répertorié. Autrefois, on y menait des recherches. On disait qu'il avait été fermé il y a de nombreuses années. « Mais il n'a pas été fermé ?» demandai-je. Il secoua la tête. « L'année dernière, j'ai vu un de leurs camions déverser des barils dans la rivière, à la périphérie de la ville. J'ai vu le logo, un triangle rouge avec un cercle noir à l'intérieur. Vous avez déjà vu ça ?» Kara se figea. « C'est le même symbole que sur les alertes. »« Je pense que quelque chose s'est infiltré dans l'eau, » dit Hank, « ou dans l'air, je ne sais pas. Mais ce qui s'y trouve actuellement n'est pas naturel, et ils ne comptent pas y remédier. Ils laissent ça se consumer. » Il baissa les yeux. « Nous faisons partie de la zone de confinement. » Les mots de Hank nous frappèrent comme un coup de marteau dans la poitrine. Nous n'étions pas des survivants. Nous étions des témoins. Et les personnes qui dirigeaient tout cela n'avaient jamais pas l'intention de nous aider. Nous étions enfermés comme dans une boîte de pétri sous un microscope. Rien ne pouvait entrer, et certainement rien ne pouvait sortir. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. Kara s'appuya contre une poutre en bois dans le grenier, se mordant la lèvre, les mains tremblantes malgré son calme apparent. Je m'assis sur une caisse de lait renversée, essayant toujours de comprendre ce que Hank venait de dire. « Il nous laisse pourrir ici, » murmurai-je. Hank acquiesça, le regard rivé sur la petite radio à côté de lui. « J'essaie de contacter quelqu'un avec ce fichu truc depuis 2 jours. » Pas de réponse.
Toutes les fréquences sont mortes. Le seul signal qui passe est la boucle d'urgence. Juste le même message en boucle. Restez où vous êtes. Attendez les instructions. C'est tout? Aucune nouvelle information. Aucun ordre d'évacuation. Aucun secours. Kara fixait le mur du fond. Sa voix était calme et froide. Alors nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous avons pris ce que Hank pouvait nous donner. Un petit sac de sport avec des bouteilles d'eau supplémentaires, 2 boîtes de haricots, un couteau pliant et l'une de ses anciennes radios à piles. Lorsque nous avons descendu les escaliers et quitté la grange, l'air extérieur nous a semblé plus dense, plus lourd. Ce n'était pas dû à l'humidité, mais plutôt à l'impression d'être observé, comme si le ciel lui-même pesait sur nous. Nous sommes restés baissés, retournant à notre bloc, nous faufilant derrière les poubelles et nous accroupissant sous les fenêtres. Je m'attendais à tout moment à voir quelque chose surgir de l'ombre. Chaque seconde passée dans la rue ressemblait à une partie de roulette russe. Tout était calme, tranquille, et un seul faux pas pouvait mener à la catastrophe. Lorsque nous sommes revenus, Milo avait déjà ouvert la porte et nous avait rapidement fait entrer, la refermant derrière nous. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» a-t-il demandé. Kara a répondu pour nous deux. « On est largués. » Nous étions assis ensemble, à la table de la cuisine, tous les 4, pendant que Kara expliquait ce que Hank avait dit. Le complexe, le rejet des déchets, le silence radio. Milo jura entre ses dents et se frotta le visage à 2 mains. Noah regardait simplement le motif en bois de la table, comme s'il essayait de s'y fondre. « On ne peut pas rester ici éternellement », a déclaré Milo après un long silence. « On a de quoi manger pour 4 jours, tout au plus. Et après, que ferons-nous ?»« On trouvera une solution », a répondu Kara, mais les fissures dans sa voix trahissaient son incertitude. Nous avons décidé de monter la garde à tour de rôle pendant la nuit, au cas où quelque chose reviendrait. J'ai pris le premier quart, Kara le deuxième. Milo et Noah se reposeraient, puis prendraient sur la relève. Je me suis assis près de la fenêtre avant. Les stores y étaient inclinés juste assez pour que l'on puisse voir ce qui se passait à l'extérieur, mais pas assez pour que l'on puisse nous voir. La nuit s'étirait comme un animal mourant. La lune était haute, mais le ciel était étrange, teinté d'une couleur jaune-gris qui ne correspondait pas à l'heure. Mes oreilles étaient bon tendues, à l'affût du moindre bruit, mais il n'y avait rien, pas même un souffle de vent. Puis, peu avant 2 heures du matin, j'ai entendu des pas. Pas bruyants, pas précipités, juste un léger frottement de semelles sur le béton. J'ai regardé dehors et j'ai vu un homme marcher lentement sur le trottoir, les mains ballantes, la tête penchée trop loin vers la gauche. Il est passé sous le lampadaire de l'entrée, et j'ai clairement vu son visage. C'était Robbie, le caissier de la station-service de la même rue. Il flirtait avec Kara chaque fois qu'elle venait y acheter des snacks. Il n'avait qu'1 an ou 2 de moins que moi, mais son visage était désormais différent. Sa peau semblait tendue, craquelée autour des yeux et de la bouche, comme de l'argile brûlée par le soleil. Un œil était blanc laiteux et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, dévoilant des dents qui semblaient trop longues. Sa main gauche était tournée vers l'intérieur et traînait derrière lui, comme si elle avait été arrachée de son articulation. Mais ce qui m'a le plus effrayé, ce ne sont pas ses blessures, c'est ce qu'il fredonnait. Je ne reconnaissais pas la mélodie, quelque chose de doux, d'enfantin, juste une série de fredonnements et de murmures entrecoupés, encore et encore. Et il n'était pas seul, un autre le suivait, puis un autre. Une lente procession de corps secoués de spasmes, brisés, se déplaçant comme des poupées mécaniques au centre du complexe. Certains saignaient ouvertement, d'autres avaient de la peau qui se détachait par larges lambeaux. Une femme avait la mâchoire pendante d'un côté, se balançant légèrement à chaque pas. Et pourtant, il marchait. Et pourtant, il chantonnait. Je me suis éloigné de la fenêtre, le cœur battant, l'estomac noué. Je n'ai pas réveillé les autres,
Cela n'avait aucun sens. Il passait de simplement devant nous. Rien n'indiquait qu'il savait que nous étions à l'intérieur. Mais moi non plus. Je ne dormais pas. Lorsque Kara m'a remplacé pour le deuxième quart, je lui ai chuchoté ce que j'avais vu. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement hoché la tête et a pris ma place près de la fenêtre. Le lendemain matin, nous avons appris que quelqu'un avait enfreint les règles. Un garçon nommé Dylan vivait dans le bâtiment C, plus loin dans le complexe. Il avait quelques années de plus que Noah. Ils faisaient du skate ensemble et buvaient d'eau derrière la grange. Il s'est avéré que Dylan n'avait pas suivi l'ordre de rester à l'abri. Ses parents étaient déjà partis. Ils avaient quitté la maison lors de la première alerte. Dylan s'était barricadé dans leur garage, se nourrissant de raviolis en conserve et de vieux aliments malsains. Mais à un moment donné, il a dû désespérer. Noah l'a aperçu au loin, agitant la main depuis le toit du bâtiment C. Nous avons utilisé la radio que Hank nous avait donnée pour communiquer. Il y a d'abord eu des interférences, puis la voix de Dylan a fini par percer. « Vous êtes vivant ?» a-t-il demandé. « Dites-moi que je ne suis pas le seul à avoir survécu. Nous avons convenu d'un rendez-vous. Même plan. Cette fois, Kara et moi irons avec lui. Nous passerons par la ruelle qui serpente derrière le garage d'entretien. Dylan descendra une corde depuis le toit. Nous prendrons des provisions, échangerons des informations et aurons une meilleure vue depuis les hauteurs. Il nous a fallu 15 minutes pour atteindre son immeuble. La ruelle sentait le pourri. De vieux déchets, de la viande avariée. J'essayais de ne pas penser à ce qui pouvait se cacher derrière chaque ombre. Lorsque nous sommes arrivés à l'échelle de secours, la corde pendait déjà. Kara était passée en premier. Je l'ai suivie. La montée n'a pas été longue, mais chaque seconde, le dos exposé à une attaque donnait l'impression d'être une cible. Dylan nous a aidés à franchir le rebord. Il semblait amaigri, plus maigre que dans mes souvenirs, pâle, nerveux, les yeux enfoncés et une égratignure récente au cou. Mais il a quand même souri. « Je ne pensais pas revoir un autre visage humain, » a-t-il dit. Nous avons apporté quelques collations et de l'eau provenant des réserves de Hank. Dylan les a échangées contre 2 fusées de détresse et un petit drone équipé d'une caméra. Il a dit qu'il l'avait utilisé pour explorer les environs depuis les airs. « C'est pire que vous ne le pensez, » nous a-t-il dit. Ils sont chaque jour plus nombreux. Pas seulement ici, ils se dispersent que depuis la ville. Hier, j'ai lancé le drone jusqu'à la frontière du comté. Des gens errent sur l'autoroute, couverts de sang, se dirigeant vers les villes les plus proches, et personne ne les arrête. Le visage de Kara est devenu vide. Comment est-ce possible? Pas de barrage, pas d'armée, rien. Comme s'ils avaient abandonné sans même essayer. Je regardais depuis le toit, scrutant l'horizon. La ville semblait plus petite d'ici, détruite, vide. Mais ensuite, je vis du mouvement au loin. À la lisière de la forêt, 3 voitures de noir, sans insigne, carrées, garées juste derrière la ligne d'arbres. Je les ai pointées du doigt. Dylan a pris la télécommande du drone. « Regardez !» Il a lancé le drone, le dirigeant vers les voitures. Les cimes des arbres sont apparues, à l'écran, puis la clairière avec les voitures. Le drone s'est arrêté au-dessus d'elle, mais aucune réaction, aucun mouvement. Puis, à l'écran, les voitures ont commencé à reculer rapidement. Le signal du drone s'est interrompu, puis l'écran s'est éteint et la dernière ligne de texte est apparue avant qu'il ne s'éteigne. Connexion interrompue. Zone sécurisée. Nous étions tous les 3 debout sur le toit, les yeux rivés sur les mots affichés sur l'écran éteint du drone. Connexion interrompue. Zone sécurisée. Pas d'avertissement, pas d'interférence. Juste une coupure nette et calculée. Quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que nous voyions ce que faisaient ces machines. Et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il savait. Kara posa lentement le drone au sol et recula, comme s'il risquait d'exploser. « Il surveille tout », dit-elle d'une voix calme, presque tremblante.
Il surveille probablement depuis le premier jour. « Pourquoi ne l'arrêtent-ils pas » demanda Dylan, la voix brisée. « S'ils ont des yeux sur la ville, s'ils voient bien ce qui se passe, pourquoi ne l'arrêtent-ils pas » Je répondis sans réfléchir. « Parce qu'ils veulent le contenir, pas le guérir. » Les motatés restèrent suspendus dans l'air. Kara s'assit sur le bord du toit, regardant le complexe résidentiel. Dylan semblait sur le point de fondre en larmes. Je comprenais. Il semblait que tout ce que nous espérions, l'idée du salut, la croyance que quelqu'un viendrait, avait été anéanti d'un seul coup. « Alors on n'attend plus », dit finalement Kara. « On n'attend pas les secours. On ne reste pas dans l'appartement jusqu'à ce qu'on meure de faim ou qu'on se fasse déchiqueter. On s'en va. »« Et où va-t-on aller ?» demanda Dylan. « Tu as dit qu'ils se propageaient. Tu l'as vu. Ils sont hors de la ville. Si nous partons, nous risquons de tomber sur un nombre encore plus important d'entre eux. Pas si nous agissons intelligemment, dit-elle. Nous trouverons une voiture en état de marche. Nous chargerons tout ce que nous pouvons. Nous nous dirigerons vers les contreforts. Pas d'autoroute, pas de route principale. Hors réseau. S'ils surveillent les villes, ils ne surveillent pas la nature sauvage. Cela semblait désespéré, risqué. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela me semblait logique. Nous avons tenu 4 jours. Nous n'avons plus assez de nourriture pour tenir 4 jours de plus. Rester ici, ce n'est plus survivre. C'est attendre la mort. Nous avons dit à Dylan de rassembler tout ce qu'il pouvait. Un sac, pas plus. Nous retournerons chez nous, rassemblerons nos affaires et nous retrouverons ici avant la tombée de la nuit. Dylan a acquiescé et a disparu à l'intérieur. Kara et moi avons remonté la ruelle, la tête baissée. L'air sentait plus mauvais, plus aigre, comme de la pourriture dans un sac en plastique. Lorsque nous avons tourné au coin, nous avons entendu quelque chose qui nous a fait sursauter tous les deux. Un léger cliquetis, puis un autre. Des pas proches, mais pas sur du béton, mais sur du verre. Nous nous sommes cachés derrière une poubelle rouillée, juste à temps pour voir l'une d'entre elles apparaître dans notre champ de vision. C'était une femme, ou ce qu'il en restait. Elle marchait pieds mais nus sur les morceaux de verre brisés. Ses semelles étaient ensanglantées. Sa peau était tellement tendue qu'on pouvait voir les muscles se contracter en dessous. Elle n'avait plus d'yeux. Ses orbites creuses regardaient ni droit devant elle. Mais elle avançait comme si elle savait exactement où elle allait. Sa bouche était ouverte, sa mâchoire tremblait à chaque pas. Elle ne gémissait pas, ne grognait pas. Elle existait, tout simplement. Le pire, c'était la trace qu'elle laissait derrière elle. À chaque pas, la peau se détachait de son corps, formant des lambeaux qui tombaient comme des mouchoirs. Son épaule droite était complètement écorchée. On pouvait voir l'os à travers la chair. Et pourtant, elle continuait à marcher. Sans douleur, sans hésitation. Elle y est dépassée à 5 pieds d'au de nous sans jamais baisser les yeux. Une fois qu'elle fut partie, nous avons attendu 5 minutes avant de repartir. Le temps que nous rentrions chez nous, j'avais l'impression que mon sang s'était figé. Milo ouvrit rapidement la porte lorsqu'il nous vit arriver. Noah était dans la cuisine, avec un sac à dos à moitié rempli de nourriture. « Vous rentrez tard », a dit Milo. « On en a croisé une », a répondu Kara en posant son sac. Elle ne nous a pas remarqués. Je suis allé dans la salle de bain et me suis aspergé le visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir pendant un moment. J'avais l'air plus vieux, vidé, comme si quelqu'un avait effacé la couleur de mes yeux. Dans la pièce principale, nous nous sommes rapidement préparés. Un sac par personne, seulement le strict nécessaire. De la nourriture, des médicaments, des premiers secours, des lampes de poche, des piles. J'ai trouvé sous le lit la vieille hache de camping de mon père, rouillée mais solide. Je l'ai glissée dans ma ceinture. Milo a sorti une pince dans le débarras. Noah portait un couteau de cuisine dans un étui fait de rubans adhésifs. C'était négligé,
mais ça devait faire l'affaire. Le soir venu, nous sommes retournés au bâtiment de Dylan. Il n'était pas sur le toit. Nous avons attendu 20 minutes. Rien. Kara a tapé sur la trappe du toit avec sa lampe de poche. Dylan, c'est nous. Silence. Quelque chose n'allait pas. Milo recula et me regarda. On entre ? On ne peut pas partir sans savoir, répondis-je. Nous avons ouvert la trappe et sommes descendus, l'un après l'autre. La porte de son appartement n'était pas fermée à clé. Elle était légèrement entr'ouverte. Nous sommes entrés lentement. Au premier abord, tout semblait normal. Son sac de sport était posé sur la table de la cuisine, à moitié fermé. La lumière était éteinte, mais les rideaux laissaient passer suffisamment de lumière grise pour que nous puissions voir. « Dylan » ai-je appelé. Pas de réponse. Nous avons tourné au coin de la chambre et nous nous sommes arrêtés. Dylan était assis, recroquevillé dans le coin le plus éloigné, les genoux serrés contre sa poitrine, les bras fermement enroulés autour. Sa bouche était ouverte et tremblait. Ses yeux étaient mi-vitreux et nous regardaient, sans nous voir. Sa chemise était déchirée à l'épaule, laissant apparaître une profonde marque de morsure. Elle n'était pas récente, infectée, déjà noircie sur les bords. « Mon Dieu » murmura Milo. « Il se transforme. » Kara s'approcha prudemment et s'assit à côté de lui. « Dylan, tu m'entends » Sa bouche bougeait lentement, ses mots étaient inaudibles. « Non, non, j'étais dans la maison, je n'ai rien senti. » Elle me regarda et secoua la tête. « Il est proche. »« Que devons-nous faire » demanda Noah. Sa voix tremblait. Il n'y avait pas de temps à perdre en discussion. S'il se transformait ici, dans cette pièce, l'un d'entre nous n'en sortirait pas vivant. Peut-être même plus. Je me suis approché de la table et j'ai pris la fusée de détresse que Dylan nous avait montrée la veille. Puis je suis retourné dans la pièce. Je me suis agenouillé à côté de lui et je la lui ai mise dans les mains. Il m'a regardé juste une seconde. Ses yeux étaient clairs. « Merci » a-t-il murmuré. « Nous l'avons laissé là. Nous avons fermé la porte. Nous ne l'avons pas verrouillée. Il ne nous l'a pas demandé. Mais avant de quitter l'appartement, j'ai entendu le bruit d'une fusée qui s'allumait. Puis, un léger soupir. Et le silence. Nous sommes retournés sur le toit. De là, nous avons repéré le chemin, serpentant entre les bâtiments, collé aux clôtures, nous dirigeant vers la périphérie de la ville, où se trouvait le chantier de réparation. Il y avait au moins 3 voitures là-bas. Peut-être que l'une d'elles démarrerait. « Demain matin » a dit Kara. « À l'aube, c'est là que nous partirons. » Cette nuit-là, aucun d'entre nous n'a presque parlé. Nous sommes restés assis sur le toit pendant des heures. Milo a fumé un demi-paquet de cigarettes. Noah regardait dans le vide. Kara essuyait son couteau encore et encore. Je regardais l'horizon. À 3h14 du matin, nous avons vu ce que nous n'aurions pas dû voir. Une fusée de détresse, rouge vif, s'est élevée dans le ciel depuis le centre-ville. Un signal, un appel ou un avertissement. Kara s'est lentement levée. C'était près du palais de justice. « Il y a des abris d'urgence là-bas » a dit Milo. « Peut-être que quelqu'un est encore en vie, ai-je supposé. Ou peut-être, a-t-elle dit, que quelqu'un a juste fait beaucoup de bruit. Aucun de nous ne dormait. La fusée de détresse est restée longtemps dans le ciel. Elle s'éleva en formant un arc parfait, une bande rouge aveuglante sur fond de nuages gris, puis s'attarda, comme une blessure qui ne cicatrise pas. Même après qu'elle se fût éteinte, je voyais encore son empreinte, gravée sur ma rétine. Personne ne l'avait dit à voix haute, mais nous pensions tous la même chose. C'était un suicide. Personne de sensé n'aurait allumé cette fusée. Pas à cet endroit, pas avec ces créatures qui rampaient dans les rues, comme des termites silencieuses dans les murs. Mais l'idée que quelqu'un puisse encore être en vie, quelqu'un d'assez désespéré pour crier vers le ciel, cela a fait naître en nous quelque chose que nous n'avions pas ressenti depuis plusieurs jours. L'espoir. Un espoir dangereux, aveuglant.
Nous devons aller vérifier, a déclaré Milo. Vers 4 heures du matin, il s'est levé, les bras croisés, son sac à dos déjà sur les épaules. Si quelqu'un est en vie, nous ne pouvons pas rester ici et le laisser mourir. Tu n'as pas vu ce qui est arrivé à Dylan, a dit Kara. Je l'ai vu, c'est pourquoi nous devons agir rapidement, a-t-il répondu. Nous partons de toute façon à l'aube. Quelle différence cela fait-il si nous passons par le palais de justice en chemin? Nous n'aurons qu'une seule chance, dis-je. Une seule. Si nous sommes coincés sur cette place, c'est fini pour nous. Noah prit la parole pour la première fois depuis plusieurs heures. Et si c'était l'armée? Tout le monde se tourna vers lui. Et si celui qui a allumé la fusée était l'un d'entre eux? Et s'ils envoyaient un signal, une évacuation ou quelque chose comme ça? Kara regarda l'horizon. Cette fusée n'était pas militaire. Elle était bon marché, artisanale, et la couleur rouge signifie une catastrophe, pas une évacuation. Et pourtant, ajoutai-je, s'ils sont vivants, ils savent peut-être quelque chose que nous ignorons, quelque chose d'utile. S'ils sont morts, nous continuerons simplement notre chemin. Après une longue pause, Kara acquiesça. Nous partirons aux premières lueurs du jour. Le soleil se leva comme s'il avait honte de montrer son visage. Une douce lueur orange perçait à travers la brume. Cela ne ressemblait pas à un matin. C'était comme si le monde avait appuyé sur pause. Le temps continuait de s'écouler, mais à peine. Nous sommes descendus du toit en restant à l'écart des allées de principales. Le complexe était globalement calme. Aucun mouvement dans les cours, aucun signe de contaminé, mais chaque recoin était toujours oppressant. Chaque ombre nous mettait les nerfs à vif. Nous restions près des clôtures et des murs bas, passant derrière l'ancien bureau de poste et le contournant vers Main Street. La place de la ville était située dans une cuvette peu profonde, formée par des bâtiments. La mairie, un cinéma pillé, un snack-bar barricadé et le palais de justice. La fusée a décollé derrière ce dernier. Nous nous sommes arrêtés 3 pâtés de maison plus loin. Kara a levé la main et a pointé du doigt devant elle. J'ai suivi son regard. L'un d'eux se tenait immobile au milieu du carrefour. Il ne marchait pas, ne cherchait pas. Il se tenait simplement là, la tête renversée en arrière, la bouche légèrement ouverte, comme s'il respirait l'air du matin. Du sang recouvrait son menton et son cou. Ses bras pendaient mollement sur les côtés. Il ne bougeait pas et ne se balançait pas comme les autres. Il attendait. Nous nous sommes accroupis derrière une boîte aux lettres à moitié détruite et sommes de rester immobiles. Au bout de 5 minutes, il n'avait toujours pas bougé. Kara se pencha pour murmurer. « Passons par derrière. » Nous retournâmes dans la ruelle, encombrée de poubelles et de caisses cassées. Sautâmes par-dessus la clôture et nous retrouvâmes dans une arrière-cour envahie par la végétation. De là, nous avons emprunté un petit sentier derrière 2 maisons et sommes finalement arrivés sur le côté du palais de justice. La fusée venait bien d'ici. La douille rouge brûlée fumait encore sur l'asphalte fissuré. Mais il n'y avait personne. Nous avons regardé par les fenêtres. Rien. Pas de silhouette, pas de mouvement. « Peut-être sont-ils entrés », dit Noah. Kara s'approcha de l'entrée arrière, la main sur son couteau. La porte était entr'ouverte d'1 centimètre, calée par une brique fissurée. À l'intérieur, il faisait noir comme dans un four. J'allumai ma lampe torche et la suivis. Les autres nous emboîtèrent. Le pas. Le faisceau lumineux transperçait la poussière comme une lame. À l'intérieur, tout semblait abandonné. Les vieux meubles en bois étaient renversés. Les armoires à dossiers avaient été forcées. Des papiers jonchaient le sol, couverts de traces de pas. Et c'est alors que nous l'avons entendu. Un léger bruit venant d'en haut. Quelqu'un était là. Nous avons gravi les escaliers à pas de loup, prudemment, 1 à 1. Le bruit s'est répété, rythmé, régulier,
comme si quelqu'un marchait d'avant en arrière. Nous avons atteint le 2e étage et avons tourné au coin. Au bout du couloir se tenait un homme. Il avait l'air normal, sale, couvert de taches de sang, mais il respirait. Le bas de son pantalon gauche était déchiré et une profonde entaille, bandée avec un pansement de fortune, s'étendait de son genou à sa cheville. Il tenait une barre de fer dans une main et une petite lampe dans l'autre. Il se retourna, effrayé par la lumière. « Mon Dieu, dit-il, vous êtes réel. Nous nous sommes tous figés. »« C'est vous qui avez allumé la fusée ?» demanda Kara. Il acquiesça en riant nerveusement. « Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait vraiment. Je pensais être seul. Mais qui êtes-vous » demandai-je. « Je m'appelle Davis. Avant, je travaillais comme technicien à la foire. Je me cache ici depuis 2 nuits. Hier, j'ai fini mes provisions. » Milo s'avança. « Vous êtes seul » Davis hésita. « Pas tout à fait. » Il désigna le bureau derrière lui. « Hier, j'ai trouvé une femme. Elle était différente, pas comme les autres. Elle parlait de manière cohérente. Elle a dit qu'elle s'était échappée du secteur nord, où que ce soit. »« Elle est infectée » demanda Kara. « Je ne pense pas, » répondit-il. « Elle n'a ni blessure, ni fièvre. Elle est juste bizarre. » Nous le suivîmes dans le bureau. La femme était assise dans un coin, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle avait environ 35 ans, les cheveux blonds, emmêlés et sales. Ses yeux clignaient toutes les quelques secondes, se tournant vers les fenêtres, les murs, le sol. Elle leva les yeux vers nous et sourit. « Vous venez du quartier résidentiel, » dit-elle. « J'ai vu vos lumières. » Kara s'assit à côté d'elle. « Vous allez bien ?» La femme acquiesça lentement. « Il testait de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je nettoyais les laboratoires, c'est tout. Mais ça s'est échappé. Ça s'est propagé plus vite qu'il ne l'avait prévu. »« Qu'est-ce que c'était ?» demandai-je. Son regard se voila légèrement. Il disait que c'était pour la régénération, pour une récupération rapide des cellules, pour soigner les traumatismes crâniens, les lésions nerveuses. Mais quelque chose a mal tourné, un problème avec les protéines. Ça n'arrêtait pas de se répliquer. Ça a commencé à réanimer les cellules mortes, à faire croire au corps qu'il était vivant, même après sa mort. « Et les militaires ?» demanda Milo. « Ils ont bouclé le laboratoire, mais il était déjà trop tard. Ils ont qualifié cela de perte de niveau 5. Cela signifie qu'ils ont nettoyé toute la zone. Tous ceux qui restent font partie du nettoyage. » Kara se leva lentement. « Nous devons partir, tout de suite. »« On l'emmène avec nous ?» demandai-je. Elle regarda la femme, puis moi. « Non, elle en sait trop. Et si elle ment, on court droit dans le piège. » Avant que quiconque ait pu protester, un bruit vint briser le silence. Un long gémissement rauque. Il ne venait pas du couloir, mais de la pièce. Nous nous sommes retournés juste au moment où Davis s'effondrait. La femme se tenait au-dessus de lui, sa pince à déferrer ensanglantée à la main. Son sourire avait disparu. Ses yeux étaient vides. Milo se précipita vers elle et la plaqua contre le mur. Elle poussa un cri inhumain et lui griffa le visage. Je lui ai saisi le bras, sentant une force surhumaine. « Elle se transforme !» a crié Noah. Kara n'a pas hésité. Elle a enfoncé son couteau dans la gorge de la femme. Le cri s'est transformé en gargouillis. Elle y s'est tombée au sol, ses membres ont été secoués de convulsions, puis plus rien. Davis ne bougeait pas, sa poitrine ne se soulevait pas. « Vérifie », a dit Kara. Je me suis agenouillé. Il est mort. Milo a reculé, respirant difficilement, du sang coulant sur sa joue. « Je crois qu'elle m'a mordu », a-t-il murmuré. Pendant un instant, tout le monde essayait d'y rester figé. Le monde s'était à nouveau figé. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Nous regardions simplement Milo. Il s'appuyait contre la table, s'y agrippant fermement des 2 mains pour rester debout. Un mince filet de sang coulait le long de sa tempe. Kara s'avança et sortit une petite lampe de poche de sa poche.
l'éclairant le visage. Là, juste au-dessus de la pommette, il y avait 4 petits points de perforation, peu profonds, mais indubitables. « Bon sang », murmura-t-elle. Milo ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur le sol. Je voyais sa poitrine se soulever plus rapidement qu'auparavant. Sa respiration commençait à trembler. La panique s'installait. « Combien de temps ?» demanda-t-il, toujours les yeux baissés. « Nous ne savons pas, » répondis-je. « Peut-être quelques heures, peut-être quelques minutes. Pour certains, cela a pris plus de temps. »« Je ne prendrai pas ce risque, » répondit Milo en levant la tête. « Vous devez tous partir. »« Milo, » commençai-je. « Non, » m'interrompit-il. « Je ne vais pas mourir dans un couloir ou m'en prendre à des gens qui me sont chers. Nous avons un plan, n'est-ce pas? Le parking, les contreforts. Partez tous, je vous donnerai une chance. » Sa main glissa vers le pied de biche accroché à sa ceinture. « Personne ne reste, » dit Kara d'un ton sec. « Ce n'est pas vrai, tu peux encore t'en sortir. »« Je ne prendrai pas ce risque, pas après Dylan, pas après ce que nous avons vu. » Noah s'approcha de lui. « Il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire. » Milo se tourna vers le garçon et je vis quelque chose changer dans son visage. Une douceur, un adieu. « Prends soin de ta sœur, Noah, » dit-il. « Tu as plus de cœur que la moitié des adultes de cette ville. Ne le perds pas. » Noah semblait vouloir protester, voire crier, mais il se contenta de hocher la tête, les yeux brillants. Je m'avançai. « Si tu es décidé à le faire, tu ne le feras pas seul. »« Non, » répondit rapidement Milo. « Personne ne mourra avec moi. »« Je ne mourrai pas, » lui dis-je. « Mais je ne te laisserai pas y aller avec seulement un pied de biche et un dernier combat. Tu vas faire du bruit, les attirer. C'est un travail pour deux. » Kara nous regardait tous les deux. « Vous êtes fous. »« Nous reviendrons au parking dès que nous aurons dégagé le passage, » dis-je. « Nous vous donnerons la chance la plus sûre possible. » Kara m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux un consentement tacite. Elle n'aimait pas ça, mais elle comprenait. Elle m'a serré dans ses bras, sans un mot. Puis, elle a lorti un petit talkie-walkie de son sac à dos et me l'a mis dans la main. « 3e canal, » a-t-elle dit. « Quand tu arriveras au parking, appelle-moi. » J'ai acquiescé. Puis, nous nous sommes de mise en route. Kara et Noah se sont éclipsés les premiers, par la porte latérale et dans la ruelle, disparaissant dans l'immobilité derrière elle. Milo et moi avons attendu 2 minutes, puis nous avons ouvert les portes principales du palais de justice. La rue était déserte, baignée de cette horrible lumière grise du jour. On aurait dit qu'on se tenait sur une scène devant un public de fantômes. Milo et moi avons traversé le carrefour et nous nous sommes dirigés vers le centre de la place. Il a attrapé une poubelle en acier et l'a renversée dans un grand fracas. Puis, il a crié, un hurlement rauque et guttural de rage et de douleur, un son qui a fait trembler les fenêtres. En 30 secondes, nous les avons entendus. Des dizaines de pas, griffant, traînant rapidement. Ils venaient de toutes parts, des ruelles, des toits, des égouts. Ils se sont précipités, boitants, tressaillants, certains à 4 pattes, leur corps déformé de toutes les manières imaginables, les yeux brillants, la bouche ouverte, un liquide noir coulant de leurs lèvres. Ils ont poussé des cris aigus lorsqu'ils nous ont vus. Milo a levé le pied de biche. « Prêt ?» m'a-t-il demandé en me regardant avec un sourire en coin. « Tout à fait, » ai-je répondu. Nous n'avons pas attendu qu'ils attaquent. Nous les avons interceptés à mi-chemin. Les 15 minutes qui ont suivi ont été un flou de mouvements et de bruit. Nous avons frappé, esquivé, couru, les avons entraînés dans des ruelles latérales. J'ai conduit le groupe dans un ancien magasin d'articles ménagers, en revenant pendant que Milo détournait les autres vers une ruelle près de la banque. Nous avons allumé une fusée de détresse et l'avons lancée dans la vitrine brisée. Le verre a explosé. Le bruit en a attiré d'autres. À un moment donné, je l'ai vu debout sur le toit d'une voiture,
brandissant une pince à béton en larges arcs, le sang giclant à chaque coup. Il avait l'air d'un homme qui avait déjà disparu. Pas un suicidaire, juste libre, comme si c'était sa façon de brûler selon ses propres conditions. Puis, un cri. Je me suis retourné juste à temps pour le voir lâcher le pied de Biche. Ils étaient des sur lui, 5 d'un coup. Il m'a regardé et n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. J'ai continué à courir. Quand je suis arrivé au parking à la périphérie de la ville, j'étais à bout de souffle et d'énergie. Mon corps me faisait mal. Mes mains tremblaient. Le portail en treillis métallique était déjà ouvert. Kara se tenait près du pick-up vert foncé. Le moteur tournait. Noah était assis dans la benne, serrant le dernier sac de provisions. Quand elle m'a vu, elle s'est précipitée vers moi et m'a attrapé la main pour m'aider à monter. « Où est Emilo ?» demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Il est parti, » répondis-je. « Il nous a fait gagner du temps. » Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête et passa la première. Nous roulâmes en silence, quittant la route principale pour emprunter des chemins secondaires et des pistes forestières boueuses. La radio restait silencieuse. J'essayais de contacter quelqu'un. Rien, pas même des interférences. Plus nous nous éloignions de Grafton Hollow, plus l'air devenait pur. Les oiseaux étaient dits de retour dans les arbres. Les insectes bourdonnaient dans l'herbe. Le ciel avait changé. Il était moins jaune, plus bleu, comme si le poison ne s'était pas encore propagé aussi loin. Nous avons roulé pendant plusieurs heures. Finalement, nous avons trouvé une grange près d'un chemin de terre, entourée de champs vides et de grands arbres. Elle semblait abandonnée, sûre. Nous avons garé le pick-up à l'intérieur et verrouillé les portes. Cette nuit-là, nous nous sommes assis dans le foin, à la lueur des bougies et dans le silence. Kara a recousu les coupures sur mes mains. Noah a fait bouillir de l'eau sur une plaque de cuisson portable. J'ai regardé les étoiles au-dessus de ma tête, à travers une fente dans les planches. Cela aurait dû être un sentiment de liberté, mais ce n'était pas le cas. Cela ressemblait plutôt à une conséquence. C'était il y a 6 mois. Depuis, nous ne nous sommes approchés d'aucune ville. Nous ne faisons pas confiance aux signaux. Nous ne suivons pas les routes. Nous cultivons ce que nous pouvons. Nous chassons quand c'est nécessaire. L'infection continue de se propager. Plus lentement, mais sûrement. Toutes les quelques semaines, nous voyons de la fumée à l'horizon ou entendons des histoires racontées par d'autres vagabonds de passage. Quelque part, les responsables continuent d'observer, continuent de mentir, continuent d'attendre que cela disparaisse. Mais nous n'avons pas disparu. Nous nous souvenons tous. Je me souviens de Grafton Hollow. Je me souviens de la première alerte. Et chaque fois que je ferme les yeux, j'entends encore son bourdonnement dans mes oreilles. Froid, robotisé. Dernière alerte d'urgence. Ne quittez pas vos maisons. Verrouillez toutes les portes et fenêtres. Une fuite biologique dangereuse s'est produite à Grafton Hollow. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un verdict.